Bonjour et bienvenue dans Politiquement chaud avec, bien sûr, autour de cette table, qui n'en est pas une d'ailleurs, Olivier Duhamel, Alexis Brézé, Jérôme Jaffray et l'invité politique de la semaine s'appelle Frédéric Lefebvre. Il est député, les Républicains des Français de l'étranger. Donc peut-être on a un regard plus distant quand on regarde la France et qu'on est élu de l'étranger. Je ne sais pas si c'est le terme distant, mais en tout cas, je pense qu'on prend du recul et que, notamment, quand on voit la France de loin, je dis ça d'ailleurs, ça m'a valu d'être moqué dans le Petit Journal, mais je le redis parce que je le pense, quand on voit la France de loin, on l'aime peut-être encore plus et l'éloignement est un exhausteur d'amour. Et je le vois avec tous les Français qui sont loin de la France. On n'aime pas la voir se déchirer, notamment. Alors, aussi candidat à la primaire des Républicains. Je ne vous demande pas si vous pourrez être vraiment candidat jusqu'au bout. Mais en tout cas, vous êtes pour l'instant candidat à la primaire des Républicains. Alors, on parle d'élections primaires aussi, évidemment, aux États-Unis, avec la surprise Trump, évidemment. Les observateurs, les journalistes, les politologues, tous les spécialistes avaient dit, au fond, c'est une baudruche, il va s'effondrer, il ne tiendra pas. Eh bien, pas du tout. Trump gagne les primaires et sera sans doute le candidat des Républicains, du Parti républicain à l'élection américaine. Et réaction en France, je vous propose d'écouter ce que disaient cette semaine, ce qu'ont dit cette semaine Laurent Wauquiez et Robert Ménard. Ce qui séduit à mon avis chez Donald Trump, c'est quelqu'un qui a une forme de parole très directe, qui aborde un certain nombre de thèmes qui jusque-là étaient plutôt tabouisés, et qui est clair dans ce qu'il exprime. Je trouve plutôt sympathique quelqu'un qui dit leurs 4 vérités à un certain nombre de gens. Attendez, moi, je pense que ce qu'il dit sur la classe politique américaine, on pourrait l'appliquer ici à la classe politique française. Frédéric Lefebvre, y a-t-il un Donald Trump français ou y a-t-il des enseignements ou des leçons à tirer de la campagne de Trump? Un Donald Trump français, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, des enseignements à tirer, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, vous savez, et je ferai le parallèle d'ailleurs entre ce qui se passe du côté républicain avec Donald Trump et ce qui se passe du côté démocrate avec Sanders, puisque les deux sont partis avec un capital à peu près égal à 0 au départ. Sanders a été candidat... Vous ne parlez pas argent quand vous dites capital, évidemment. Non, je ne parle pas argent, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça compte, vous avez raison. Mais Sanders, il est parti, personne n'y croyait. Il s'est presque dévoué pour que Hillary Clinton ne soit pas seule dans cette primaire. Et on voit les scores aujourd'hui et la confiance, le degré de confiance que les jeunes lui offrent. Et de la même façon, Trump, au tout départ... les sondeurs ne voulaient même pas le faire rentrer dans les sondages, donc tellement il lui donnait peu de crédit. Et on voit aujourd'hui à quel point il est dans toutes les têtes, avec évidemment le phénomène médiatique, mais bien au-delà, parce que ça le dépasse. Il y a surtout, et ça, pour moi, on vit exactement le même phénomène en France, un refus complet de l'establishment. C'est-à-dire que les Américains, moi j'ai eu l'occasion de passer de longs moments avec des Américains volontairement pour essayer de comprendre vraiment de toute catégorie sociale qui veulent bousculer le système, bouleverser le système en votant Trump. Alors que sur bien des sujets, ils ne partagent pas du tout ce qu'il peut dire et les excès qu'il peut avoir. Donc ça, je pense qu'en France, on doit évidemment tenir compte de ce phénomène parce que au fond de moi, ce que je fais d'ailleurs chaque jour, depuis que j'ai annoncé ma candidature, je suis sur le terrain. Je serai en Seine-Saint-Denis demain, mais j'étais il y a quelques jours à la Goutte d'Or, c'est-à-dire des endroits où les candidats ne vont pas. Je vais en même temps à la rencontre des agriculteurs, mais au lieu de le faire comme tout le monde, en faisant les allées du salon, j'ai été à 5h du matin avec des éleveurs qui m'ont fait rentrer à un moment où les organisateurs m'empêchaient de le faire, pour essayer de voir justement tous ces gens que vous comptabilisez à travers soit les sondages, soit les résultats d'élections, qui sont si nombreux, qui ne veulent plus entendre parler de ce logiciel droite-gauche qui est mort. C'est mon avis. 45 millions d'électeurs, 33 aux dernières élections régionales, qui soit s'abstiennent, soit votent blanc, ça veut dire qu'en plus ils se déplacent pour voter blanc, soit votent Front National, et donc disent à ma formation politique ou au Parti Socialiste, vos divisions artificielles, on a compris que tout ça c'était de la blague, et on veut que vous occupiez de nous.
Alors, il a dit beaucoup de choses déjà, Frédéric Lefebvre. Olivier, il y a un Trump français où effectivement, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les candidats français, qu'ils soient primaires, à droite, à gauche, de ce que fait Trump? Le principal enseignement à tirer, c'est en effet l'étendue de la révolte anti-establishment qu'on retrouve sous d'autres formes dans beaucoup de pays. Et c'est le fait que quand on veut contenir ce phénomène, les moyens utilisés jusqu'à présent ne marchent pas. C'est-à-dire que ce que les commentateurs intelligents ou les adversaires politiques lui reprochent à juste titre n'est pas perçu comme tel. Quand on dit qu'il est machiste, pour des électeurs de base, ça veut dire qu'il est viril. Quand on dit qu'il est vulgaire, pour les électeurs de base, ça veut dire qu'il parle normalement. Quand on dit qu'il est xénophobe, pour les électeurs, des électeurs de base en masse, ça veut dire qu'il est pro-américain. Quand on dit qu'il est capable de recourir à la torture et que c'est un tortionnaire, on traduit, il va nous protéger. Quand on dit que c'est un milliardaire, on répond, on ressent, il est indépendant. Et donc on s'aperçoit que si on liste comme ça l'ensemble des attaques, encore une fois, en raison absolument fondée. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'elles sont l'objet d'une traduction populaire positive sur ce qui fait mal, sur là où un certain nombre de gens des classes défavorisées ou de la classe moyenne maltraitée depuis 2 décennies aux États-Unis ressentent. Et donc, c'est peut-être ça la première leçon à en tirer. C'est qu'on pourrait ajouter, quand on dit que son programme économique est délirant, il est totalement délirant. Hein. Les suppressions d'imposition fiscale qu'il propose pour les personnes qui gagnent moins de 25 000 $ par an, plus le fait qu'il baisse la tranche supérieure de l'impôt de 39 à 25%, plus qu'il baisse la tranche de l'impôt sur les sociétés de 35 à 20, si je me trompe pas. Si vous additionnez tout ça, plus le fait qu'il veut rembourser les médicaments pour les défavorisés et tout, vous avez des conséquences économiques absolument désastreuses. Tout le monde s'en fiche complètement aussi. Donc, c'est ça la première leçon à tirer. La première que tout le monde tire, c'est attention, il y a une montée populiste anti-establishment qui existera chez nous. Mais la deuxième, c'est attention, toutes les méthodes utilisées depuis des mois aux États-Unis pour les contrer ont été contre-productives. Mais là, on a l'impression qu'on parle du Front National, de la montée du Front National, et plutôt de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs que Marine, parce que les dérapages, la vulgarité, c'est un peu ça, Alexis ou Jérôme, je ne sais pas. Si effectivement, en tout cas, c'est le parallèle que tout le monde a en tête. Et vous avez raison, sans doute plus Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen, mais c'est vrai que le côté extravagant, baroque, les exagérations, les dérapages, ça fait plus penser à Jean-Marie Le Pen. Il y a une vraie différence dans les personnalités entre Marine Le Pen d'un côté et Trump de l'autre. Il y a une autre différence, c'est que et Olivier le soulignait, il y a le côté self-made man, milliardaire, réussite dans les affaires, qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen. Il y a le côté homme nouveau en politique. Marine Le Pen, d'abord ça fait quelques années qu'elle est là, puis elle s'inscrit dans une lignée, c'était aussi une héritière à sa façon. Donc il y a des différences. Mais cela dit, moi ce qui me paraît intéressant, si on regarde notamment le positionnement de Trump, il y a un parallèle qui est à faire avec celui de Marine Le Pen, notamment dans ce côté décalé par rapport à de choses qu'on pourrait croire immédiatement. Trump, par exemple, n'est pas un ultra-conservateur en matière morale comme l'était Ted Cruz. Sur les questions du divorce, de l'avortement, il n'est pas sur la ligne de la droite conservatrice religieuse américaine, comme Marine Le Pen sur le mariage pour tous n'était pas sur la ligne anti-mariage pour tous. Sur l'économie, il n'est pas ultra-libéral comme pour l'être plutôt Rubio. Il veut baisser les impôts, mais il est plutôt interventionniste, il est plutôt protectionniste, comme Marine Le Pen l'est de son côté. Ce qui lui permet à lui, et par ailleurs à elle aussi, d'aller attraper des clientèles qui ne sont pas des clientèles étroites d'un parti uniquement conservateur, populiste, extrémiste, etc. C'est pas vrai. Et il y a des démocrates qui votent Trump. Il y a des électeurs de Sanders qui disent si c'est pas Sanders, on votera pour Trump. Il y a des latinos qui votent pour Trump parce que donc c'est quelque chose de plus complexe et c'est vrai que le parallèle avec Marine Le Pen, il y a quelque chose. Alors Jérôme. Oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les primaires américaines, parce que pour le coup c'est un processus étalé dans le temps, c'est pas la primaire française, c'est autre chose. Je regardais dans les sondages sortis des urnes après le Super Tuesday, les motivations de vote des électeurs républicains. Et c'est intéressant, les électeurs républicains, ce qu'ils mettaient en avant dans leur vote du Super Tuesday, qui a vu la victoire de Trump dans 7 États sur les 11 qui concouraient, c'est d'abord le candidat qui veut changer les choses, première motivation de mon choix,
35% des réponses. Deuxième réponse, c'est le candidat dont je partage les valeurs, 31%. Et derrière, loin derrière, 17% seulement, c'est le candidat qui peut gagner en novembre prochain. Donc c'est un vote de valeur, c'est un vote de conviction, c'est un vote de projection, mais c'est pas un vote tactique pour choisir le mieux placé, c'est pas un vote calculé par rapport à ça, et donc en même temps c'est la limite aussi de Trump. Il faut arriver à transformer les choses pour la suite. Et c'est différent aussi de la situation française quand on y réfléchit, parce qu'en France, nous sommes quand même à la recherche de la figure présidentielle dans la primaire française. Et là, c'est le poids de l'histoire de la Ve République, des institutions léguées par le général de Gaulle. C'est la difficulté profonde de Nicolas Sarkozy, qui a, il le dit lui-même, abaissé la fonction présidentielle. Et c'est l'une des raisons de l'envol d'Alain Juppé, qui est dans la figure présidentielle. Et puis, une différence aussi, là, c'est les bases sociologiques. C'est qu'aux États-Unis, la classe moyenne se trouve laminée, alors qu'en France, elle subit un certain nombre de choses assez durement, mais elle n'est pas laminée. Elle n'est pas dans la même situation de révolte qu'aux États-Unis. Et pour terminer, je dirais quand même qu'aux États-Unis, nous sommes dans le phénomène Trump, dans une sorte de retour vers le futur. C'est l'Amérique blanche de la classe moyenne des années 60 dont on rêve. Et le problème en France aussi, c'est un certain risque de vouloir revenir vers la France gaulliste des années 60. C'est pas un hasard si Philippot est gaulliste, hein. Il a bien senti ce mécanisme-là, alors que le problème, c'est d'entrer dans le monde du 21e siècle et d'oser l'affronter. C'est ça le très grand débat. Nous l'avons en France et il existe manifestement aux États-Unis aussi. Olivier, ouais. Je voudrais juste citer une phrase d'un militant qui vote Trump, qui a été cité par Géraldine Wessner, correspondante du Parisien, dans le Parisien, parce qu'elle s'applique, alors là, pour le coup, parfaitement, par rapport à la comparaison que vous avez été faite, à beaucoup de ceux qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. Trump peut apporter le pire, mais aussi le meilleur, et j'ai envie, cette fois, de faire le pari. Et j'ai oublié le début, Hillary ne changera rien. Les autres ne changeront rien, c'est dans le sens que, au moins, lui, va changer quelque chose. C'est pas sûr que ça marche. Peut-être même que ça va foirer, mais j'ai envie d'essayer. C'est le côté, on n'a pas essayé Marine Le Pen, ce que disent les électeurs du Front National. Exactement. Eux, on les a pas essayés. Exactement. Un petit mot, c'est un Alexis. point commun très fort et très important pour comprendre. Je voudrais revenir un instant sur ce que dit Jérôme sur les classes moyennes. Ouais. Je pense que c'est quand même quelque chose de central. Sans doute, C'est ce que dit Laurent Wauquiez quand Comment il dit Trump c'est intéressant parce que c'est les classes moyennes. Oui, sans doute elles ne sont pas affectées identiquement en matière économique en Europe et aux États-Unis, mais ce qu'on est en train de voir, de constater, c'est que le phénomène décrit par Laurent Bouvet, le sociologue de gauche, sur l'insécurité culturelle, eh ben, on le retrouve en Europe. On l'a constaté depuis longtemps, en France avec le Front National, et puis dans tout un tas de pays d'Europe, avec ce sentiment au fond de déclassement, de difficulté entre des élites qui gagnent de plus en plus d'argent, des gens pauvres qui eux-mêmes bénéficient de tout un tas de protections sociales, et puis ceux du milieu qui disent, mais nous on n'a rien, et tu vois, on fait rien pour nous. Ben, c'est la même chose qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors c'est peut-être plus culturel en France, plus économique aux États-Unis, mais n'empêche que ce déclassement des classes moyennes, il est partout. Voilà, alors on va parler, nous, de la France, de la loi El Khomri, dans la deuxième... Vous avez 20 secondes, parce que c'est fini, on rend l'antenne, c'est tout. 20 secondes. 20 secondes. Je pense qu'il faut se concentrer d'abord, quand on veut expliquer le phénomène, avant d'essayer de le comparer à la France, sur la multiplicité des motivations de ceux qui vont vers Trump. C'est pas la classe moyenne, c'est du mécontentement généralisé chez tout le monde contre un système. Voilà, donc la deuxième partie, on va parler de la loi El Khomri. Que va-t-il lui arriver à la loi et à la ministre aussi d'ailleurs? On se retrouve après le rappel des titres. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles turquoises en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Appelez-nous le directeur. Monsieur, madame. Alors comme ça, on peut remettre en question son assurance auto quand on veut. Comparer, service, prix, tout ça. Oui, mais compare ce qui est comparable. Absolument, chère madame. Moins cher avec l'efficacité MAF, c'est pas gagné. Je te l'avais bien dit. Sans parler du cumul des bonus MAF. Dont on ne bénéficie qu'à la MAF. Je te l'avais bien dit. Autre chose. Jusqu'au 12 mars, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto. Je peux. Je l'aurai un jour. Je l'aurai.
Oui, bah c'est pas pour aujourd'hui. Lorsque l'on fait quelque chose les yeux fermés, c'est que l'on a confiance en l'autre. Et quand on prend un médicament, cette confiance est essentielle. Biogarant, laboratoire français de médicaments génériques. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Dominez tous les terrains avec la technologie All Mode. Nissan Qashqai, l'histoire ne fait que commencer. Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Pendant les jours Fair Play Nissan, découvrez nos offres sans apport, sans condition, 4 ans d'entretien inclus. Portes ouvertes Nissan du 11 au 13 mars. À 17h30, à retenir dans l'actualité, tous contre la loi El Khomri ou presque. À l'instant, la CGT, Force ouvrière et FSU appellent à la grève et aux manifestations pour le 31 mars contre la réforme du Code du travail. Depuis le siège de la CGT à Montreuil, CFDT et UNSA s'étaient désolidarisés de cette réunion. Toujours le défilé des politiques au Salon de l'Agriculture avec la visite très attendue d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie qui n'a pas été chahuté et a plutôt reçu un bon accueil, lui qui dit vouloir rendre l'agriculture plus compétitive. Autre visite, celle d'Alain Juppé et du président du MoDem, François Bayrou, qui se sont d'ailleurs croisés et chaleureusement salués. François Bayrou prêt à aider le maire de Bordeaux dans son entreprise présidentielle, mais qui se dit libre de se présenter si Alain Juppé échouait dans la primaire à droite. Le sommet franco-britannique à Amiens, dans la Somme, il a été essentiellement question de la crise des migrants. François Hollande prévient qu'un Brexit aura des conséquences sur la question des migrants et que les mineurs isolés de Calais doivent vite rejoindre le Royaume-Uni s'ils ont de la famille sur place. L'Angleterre promet de son côté une rallonge de 22 millions d'euros d'aide à la France pour la création de nouveaux centres d'accueil et pour renforcer la sécurité autour de Calais et de Dunkerque. Et puis ce soir, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud rejette le dernier recours d'Oscar Pistorius. Le champion paralympique avait été condamné en appel pour le meurtre de sa petite amie. C'était en 2013. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Sachez aussi que l'écrivain d'origine russe Andreï Makine vient d'être élu à l'Académie française, lauréat du prix Goncourt et du Médicis en 1995 pour le Testament français. Il est âgé de 58 ans. Il a été élu dès le premier tour par 15 voix sur 26. La deuxième partie de politique. Deuxième partie de Politiquement chaud, on va parler de cette fameuse loi Khomri, la réforme du Code du travail portée par la ministre du Travail. Alors on sait qu'il y aura la semaine prochaine mobilisation dans un premier temps, puis grève annoncée à la fin du mois de mars. En tout cas, le choc de la semaine, c'est l'annonce du report de l'examen de ce projet en Conseil des ministres avec, vous allez l'entendre, une flopée de réactions. Ce n'est certainement pas un enterrement, c'est le moyen d'approfondir la discussion, de remettre un certain nombre de vérités sur la table et puis aussi, évidemment, d'améliorer le texte. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir un texte qui navigue comme ça entre les partenaires sociaux, les uns et les autres, la gauche de la gauche, la gauche du centre, la gauche de droite, pour aboutir à un faux texte, c'est-à-dire un texte de réforme du marché du travail qui réformera rien du tout. Il faut que cette loi ait lieu parce qu'il y a dans cette loi un certain nombre d'éléments nécessaires au pays, mais on ne peut pas être par trop radical. Tout ce qui permettra de faciliter les embauches et d'aller dans le bon sens ne me posera aucun problème. Mais aujourd'hui, je le répète avec une forme de sourire, c'est un peu le Dahu. La réforme, elle n'est utile que si elle est synonyme de progrès économique, bien sûr, pour les PME notamment, qui ont parfois des difficultés à fonctionner, de progrès social et de progrès écologique. Et là, il n'y a pas ce sens-là. Et donc, je crois qu'il faut reprendre et retravailler profondément ce texte pour lui redonner du sens. Alors, Frédéric Lefebvre, on va retravailler la réforme du Code du travail, dit le gouvernement. La réforme, elle est morte avant d'être
poser sur la table ou bien effectivement ça va avancer? Et d'abord, est-ce que la première question n'est pas de se poser sur comment peut-on être aussi mauvais dans la présentation d'une réforme aussi importante? Ça, je reconnais que tout ça n'a pas été géré de manière extrêmement efficace. Mais ce qui, moi, m'importe, j'ai d'ailleurs, vous vous en souvenez, immédiatement dit que je voterais ce texte, que j'entendais déposer un certain nombre d'amendements, et j'ai même appelé l'opposition à le voter. Parce que, au fond, et c'est pas nouveau, hein, moi je vote les textes quand je pense qu'ils sont bons pour le pays, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des actes depuis des années maintenant. Vous n'étiez pas hostile à la loi Macron, il faut dire exemple. Et par exemple, je l'ai même voté d'ailleurs article par article, puisque j'étais dans l'hémicycle. Et simplement, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on évite, alors même qu'il va y avoir des discussions, qu'on ne sait pas ce que vont donner ces discussions, qu'on sait effectivement qu'il va y avoir des blocages, notamment des blocages qui tiennent à la manière dont aujourd'hui réagissent nos syndicats, puisque nos syndicats sont finalement sur les mêmes logiciels que nos partis politiques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des divisions artificielles liées à ce logiciel droite-gauche qui ne veut absolument plus rien dire et qui donc ne correspondent pas à la réalité. Et qu'il y a en réalité à droite comme à gauche, dans l'opposition comme dans la majorité, dans les différentes familles politiques, des gens qui sont conservateurs, qui ne veulent qu'on change rien, et des gens qui au contraire souhaitent qu'on essaye d'adapter à notre époque le modèle. Il y a d'abord une première chose que je trouve très intéressante dans cette loi, c'est que on nous avait en permanence expliqué lors de la dernière élection présidentielle qu'il y a une réforme qui allait tout régler, qui était la taxe à 75%. C'était le symbole. Et aujourd'hui, dans ma famille politique notamment, mais dans l'opposition tout entière, il y avait exactement la même facilité en disant que la suppression des 35 heures allait régler tous les problèmes. Là, le gouvernement met à l'intérieur de la réforme ce que chacun des candidats ou des familles politiques porte comme ce qu'il faut changer en 2017. Donc déjà, la première chose, c'est que plus on actera et on crantera vite cette histoire des 35 heures et de plus de liberté et de souplesse, plus on pourra passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que notre modèle économique et social aujourd'hui, il est totalement à bout de souffle, qu'en 40 ans, on est passé de 400 000 depuis 74, 400 000 à plus de 6 millions de chômeurs, qu'il y a 8 millions et demi de pauvres, que l'endettement est passé de 20% du PIB à 97% et que les prélèvements obligatoires sont passés de 35% du PIB à 45%. C'est-à-dire, c'est ça le vrai sujet. Et l'effet ciseau, que quelqu'un parlait de modernité tout à l'heure, il faut qu'on puisse adapter le pays à le rapport du MIT dans ma circonscription à Cambridge qui dit que 50% des emplois sont automatisables, ou ce rapport qui est sorti en France qui nous dit que le numérique va détruire 3 millions d'emplois. Donc il faut bâtir autre chose. Et donc ce texte, tous ceux à droite comme à gauche, dans l'opposition comme dans la majorité, qui veulent penser d'abord aux chômeurs qui veulent retrouver un emploi, doivent le voter, l'améliorer, mais le voter. Oui. Et ensuite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses dans le débat pour 2017. C'est ce que je souhaite. Alors, Jérôme. C'est un nouveau séisme pour la gauche. Hein. Oui. C'est politiquement chaud, c'est la chronique d'une gauche qui se divise, qui s'affronte en permanence. Ouais. On a eu le séisme de la gauche de la déchéance de nationalité qui, au sein de la gauche, des partis de gauche, des militants de gauche, n'a pas été comprise comme un élément de lutte contre le terrorisme, mais une atteinte à l'égalité entre les citoyens selon la façon dont ils ont acquis la nationalité française. Donc là, on a complètement déplacé le débat. Et sur la loi El Khomri, on est dans une mise en cause des acquis sociaux. Pour les militants, beaucoup de militants de gauche le vivent comme ça. Et donc, on n'est pas du tout dans une situation de faciliter l'emploi, mais au contraire, de donner plus de pouvoir aux patrons dans le rapport entre les patrons et les salariés. Et au fond, la gauche, elle n'a pas fait de progrès social au cours de cette mandature, parce qu'il n'y en avait pas les moyens économiques, mais au moins on lui demandait à gauche de garder les acquis sociaux et de défendre les salariés. C'est ça, au moins, la raison d'être de la gauche. Et alors, du coup, ça laisse complètement de côté, effectivement, ceux qui sont en dehors du marché du travail. Hein, la gauche, les syndicats ne font plus que défendre ceux qui sont dedans. Et au fond, Jospin a eu un peu les mêmes problèmes aussi. Hein. C'est-à-dire, au fond, une situation dans laquelle Jospin avait beaucoup réduit le chômage au cours de sa période de quinquennat comme Premier ministre, et en même temps,
finalement baisser le pouvoir d'achat des salariés par le jeu des 35 heures qui fait que ça a diminué les augmentations de salaire. Il l'a payé durement en 2002. On est donc dans une situation, si vous voulez, où ce procès existe fait à la gauche, et puis il y a un deuxième procès, c'est le procès d'amateurisme, c'est le procès d'incompétence, c'est le procès, si vous voulez, de la recherche de la synthèse hollandaise. Je lance un débat et puis ensuite j'ajuste en fonction des réactions. C'est comme ça qu'il a dirigé le Parti socialiste, mais là, ça ne marche pas pour le pays, et d'une certaine brutalité de valse au départ, c'est-à-dire l'annonce du 49.3 au départ, qui pourrait être utilisée, a mis le feu aux poudres. On est donc dans une situation où c'est une nouvelle catastrophe qui tombe sur la gauche française. Alors, catastrophe, Olivier Duhamel? Déjà, oui, vous avez posé la bonne question au début. C'est quand même totalement hallucinant d'avoir fait les choses à ce point-là, à l'envers. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on annonce qu'on utilisera, s'il le faut, le 49.3 avant même qu'il y ait eu débat en Conseil des ministres. C'est même pas avant que ça discute au Parlement. C'est vraiment dire, les députés, je vous emmerde, et les ministres, je vous emmerde. C'est absolument hallucinant. Et ensuite, reculer et dire, parce qu'on va écouter, parce qu'on va expliquer, et alors que d'habitude, c'est quand même l'inverse. Vous négociez, vous voyez ce que les syndicats raisonnables, UNSA et CFDT sont prêts à accepter. Ensuite, vous expliquez, voilà ce qu'on fait pour les entreprises, c'est surtout les PME, parce que c'est ce dont elles ont besoin. Voilà ce qu'on fait pour protéger les salariés. C'est équilibré et on en discute au Parlement pour ajuster. S'ils avaient fait ça comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, c'est la bonne question, c'est comment est-ce qu'on peut, à ce point-là, foirer quelque chose? C'est volontaire ou involontaire au fond? Parce que non, c'est involontaire. C'est involontaire ou pas? Parce que le 49.3, le monsieur plus du 49.3, on dit que c'est Manuel Valls. On ne réveille pas le matin en disant qu'est-ce que je peux faire de plus débile et on n'est pas obligé. Pour moi, je vais faire comme ça. Non, ce qu'il y a, c'est que d'abord, il y a l'atmosphère fin de règne qui est assez désastreuse. Ensuite, il y a les rivalités internes. Alors donc, regardez comme c'est réussi d'avoir dit je vais pas laisser Macron faire ça parce que faut pas que ça serve Macron et puis Macron va énerver les députés et va énerver la gauche. Regardez comme c'est réussi. On prend le Khomri et le résultat est quand même encore pire. Donc c'est Macron qui est le pacificateur aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Pour emmerder Valls. Voilà. Donc vous avez cette dimension là qui joue. Et puis ensuite, je pense en effet que quand même, un jour, quand on fera historiquement le bilan du quinquennat de François Hollande, la notion d'incompétence et d'amateurisme, pour citer Jérôme, restera très élevée parmi ses défauts. Alors après, la vraie question se devient comment est-ce que tout ça est récupérable? Ça va dépendre pas mal de ce qui va se passer la semaine prochaine, et notamment de savoir si se crée ou pas une mobilisation des jeunes. Vous avez, il faut comprendre que, ou savoir plutôt que vous avez des connexions très fortes entre, par exemple, la gauche du Parti socialiste et des syndicats étudiants, au premier rang desquels l'UNEF. Certains d'entre eux, d'ailleurs, viennent de l'UNEF. Vous savez, c'est le nouveau cursus honorum. Je démarre lycéen dans le syndicat de lycée. Après, j'adhère au MJS. Ensuite, je prends le pouvoir à l'UNEF et je finis député, par exemple, représentant des Français de l'étranger, pour citer le plus enragé d'entre eux, qui garde le plus furieux d'entre eux. Qui n'est pas Frédéric Lefebvre. Qui n'est pas Frédéric Lefebvre. Amir Cheikh, qui est le maître à penser de William Martinet, l'actuel patron de l'UNEF. Voilà, absolument. Donc ça, l'UNEF aujourd'hui n'est pas en très bonne forme. Et donc, on va dire, c'est pas en très bonne forme, donc ils vont pas réussir la mobilisation. Sauf que moins ils sont en bonne forme, plus ils sont bornés. Et donc plus ça les pousse à s'exciter. On cite toujours, pour terminer sur cette question, parce qu'évidemment je n'ai pas la réponse de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, personne ne l'a, mais on cite toujours tous les précédents, depuis la loi de Vaquet jusqu'à Villepin, CPE, et la subrogation, comme disait Guy Carcassonne, en passant par tous les intermédiaires. Mais ce qu'on ne cite pas, ou rarement, c'est le tout dernier exemple. Et le tout dernier exemple, c'est la loi Pécresse sur l'autonomie. Et là, ça n'a pas marché, la mobilisation des jeunes pour l'empêcher. Donc, ce n'est pas du tout établi que la jeunesse va se soulever. C'est ce que craint le pouvoir, c'est ce qu'espère la gauche de la gauche, et c'est pas du tout établi que ça va se produire. Alexis. Oui, Frédéric Lefebvre disait... Il n'a rien à objecter. Non, absolument rien. Je vais essayer de dire autre chose, mais je suis absolument d'accord. Frédéric Lefebvre disait qu'il faut que la droite le vote. Je pense qu'il a raison. La question, c'est qu'est-ce qu'il restera à voter. Qu'est-ce qui reste à voter? Parce qu'une fois que le texte sera passé, après la question de la mobilisation étudiante qui est importante, dans la moulinette des syndicats,
puis dans la moulinette du groupe socialiste, parce qu'on a quand même vu ce spectacle hallucinant de Manuel Valls disant oui, c'est le groupe socialiste qui m'avait fixé ma feuille de route sur une loi qui a déjà été mise sur la place publique à l'issue d'une fuite organisée par le cabinet même de Myriam El Khomri. On est quand même dans un système de ratage, mais absolument délirant. Et moi, le risque, je le crains parce que je pense qu'elle va dans le bon sens, qui paraît évident, c'est qu'à la fin des fins, il restera rien ou quasiment rien. On va nous refaire la loi Macron qui devait révolutionner l'économie, où il y aura un pseudo-truc sur le dimanche, et puis les lois sur les autocars. Formidable. Ça marche, les bus d'ailleurs. Oui, 1300 emplois, c'est très bien, 1300 emplois, bien sûr. Mais que tout le monde rigole, au moins ça marche. Non, mais 1300 emplois tous les 2 ans, il faudra 100 ans pour résoudre le problème du chômage. Donc le risque quand même, c'est qu'il ne sorte absolument rien de cette loi. Alors la question, effectivement, c'est celle de comment on est arrivé là et du pourquoi. Alors vous avez raison de dire, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Il y a des thèses très machiavéliennes qui courent. C'est Valls a poussé au crime Hollande pour le planter. Hollande a voulu piéger Valls. Tout ça. Je n'en crois pas un mot. Je pense que c'est un ratage. Alors c'est pire. C'est pire. S'il n'y a pas de calcul politique derrière, c'est encore pire. On a quand même le ratage de la déchéance, le ratage du remaniement, et maintenant l'hyper-ratage de cette affaire de El Khomri. C'est quand même une espèce de d'effondrement de ce pouvoir, de naufrage en direct. Il n'y a pas d'autre explication. Si je peux ajouter un tout petit mot, parce que en ayant mis la barre si haut au début, c'est-à-dire que quand même dans le premier projet de loi tel qu'il est sorti, il y a quand même pas mal de choses. Beaucoup de choses. À partir du moment où ils sont obligés, pour que ça passe, de négocier et d'en enlever, ils se sont tirés une balle de plus dans le pied, parce qu'ils auraient mis la moitié de ce qui était. Et en disant, et ce qu'on fait là, personne ne l'a fait avant nous. Ce qui était vrai. Ce qu'on fait là, ni la droite ni les gauches d'avant n'ont été capables de le faire. Ce qui était vrai, il n'y avait plus le même problème. Tandis que là, ils vont perdre sur tous les tableaux. Même si ça passe au bout de l'histoire, la droite et Brézé dira non sans raison, tout ça pour ça, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Et les autres diront, qu'est-ce que vous êtes venus nous emmerder alors qu'il n'y a que ça. Ouais, Frédéric. Moi, je rebondis sur tout ce que vous dites les uns et les autres. Moi, ce que je souhaite pour le pays, c'est que d'abord, il en reste le maximum. Ça, c'est la première chose. Mais c'est qu'ensuite, et c'est là où, même si tout ça n'a pas été machiavélique, même si tout ça n'est pas organisé, finalement, même s'il en reste pas autant qu'on le souhaitait au départ, il n'est pas impossible que les réformes qui sortent de ce texte soient déjà, pour la gauche classique, on va dire, une forme de modernisation assez exceptionnelle. Et ce que je veux souligner avec force, c'est qu'il y a un premier effet. C'est d'abord que le Figaro dise que j'ai raison de voter un texte de gauche. Ce qui est quand même une grande première. L'élection de François Hollande, que le Figaro dit quand il y a des bons textes, alors vous avez raison, il n'y en a pas tant que ça. Mais chaque fois qu'on dit qu'un texte est bon, on dit qu'il faut le voter. Évidemment qu'il faut voter les bons textes. Alexis Brézé, je dis ça avec le sourire parce que, moi aussi. Parce qu'il se trouve que comme je l'ai fait souvent, et que je ne dis pas que vous ne le dites pas et que vous ne le pensez pas, mais que ceux qui, dans vos colonnes, disaient ce qu'ils pensaient de mes votes, disaient plutôt qu'ils étaient opposés aux prises de position que je prenais. Donc je suis très content pour une chose très précise, c'est que ça permet de montrer à quel point ce que je dis, et que d'ailleurs la presse elle-même essaye de faire vivre, c'est-à-dire ce logiciel droit, je ne parle pas que du Figaro, ce logiciel droite-gauche, mais je vous le dis, tous les jours je suis sur le terrain, mais ça ne veut rien dire. Quand je vois les éleveurs qui sont en train de crever, ils s'en fichent, mais comme de l'an 40. Quand je vois des jeunes de banlieue, quand je vois des retraités qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre décemment et que je leur demande est-ce que vous êtes à droite ou vous êtes à gauche, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, que tous les gens qui nous regardent se posent la question de savoir ce que veut bien dire d'être à droite ou d'être à gauche. Ça ne veut rien dire. C'est une facilité. Et le gouvernement, avec ce texte, est en train de montrer à tout le monde que ça ne veut rien dire. C'était l'objectif de Manuel Valls. Il est valsiste au fond. Dans les jours qui viennent, tout ça nous permette de construire des choses cohérentes. C'est aussi pour ça que c'est insupportable à la gauche. Si vous permettez quand même, puisque vous parlez de la gauche et de la droite, je trouve quand même que des difficultés de la loi El Khomri interpellent la droite. Oui. Et pas seulement un désastre pour la gauche. Parce que dit la droite la droite nous dit le pays est prêt aux réformes libérales. Oui. Alors on va voir ce qu'on va voir, et donc la libéralisation du marché du travail que veut faire la droite, que veulent faire ses dirigeants, qu'ils annoncent dans leur programme, c'est considérable, ça va beaucoup plus loin que la loi El Khomri. La loi El Khomri, elle a été comprise massivement par les Français et les salariés comme il faut faciliter les licenciements
pour espérer avoir des embauches. Donc ça, le déséquilibre est paru patent et c'est ce qui fait qu'au départ, la loi ne peut pas fonctionner et que le risque, au-delà des négociations, de ce qu'on essaye de faire, c'est de tomber dans l'irrationalité qui fait que la solution finale, c'est l'abandon complet du texte parce que sinon... C'est un désordre général dans le pays dès lors que vous comprenez les choses comme ça. La droite, elle dit une deuxième chose. Il faut annoncer tout avant pour pouvoir faire tout après. Vaste blague. Vaste blague à l'heure de la démocratie numérique. Quand vous mettez une pétition d'1 million en ligne en 2 semaines et quand ensuite vous pouvez mettre les gens dans la rue, il y a un enchaînement qui fait que ça n'est pas si simple que ça. D'abord, ils sont pas dans la rue. Je termine. Non, mais ils peuvent l'être demain. La pétition en ligne devient le mécanisme. Et Alain Juppé, par exemple, pour citer Alain Juppé... Au hasard. Et lui rappeler les souvenirs de 1995, avec sa retraite à 65 ans qu'il veut faire adopter dès qu'il sera élu président de la République, je lui promets un automne qui sera quelque chose. Et pour terminer sur cette interpellation de la droite et du candidat de la primaire que vous êtes, cher Frédéric Lefebvre, il y a le rôle de la primaire là-dedans. La primaire, l'inconvénient, c'est qu'on parle uniquement aux siens. Non. On fait un programme, en tout cas c'est le risque. Pas vous, bien sûr. Je ne sais pas bien à qui vous parlez, mais probablement aux autres, à d'autres J'essaie de parler aux Français. À d'autres que les électeurs de la primaire. Mais vos camarades, vous aurez droit à une vacherie. vos camarades candidats, eux, ils ne parlent qu'aux électeurs de la primaire. Et justement, aux 2 à 3 millions de Français qui vont voter. Et ils font le programme idéal. C'est ça l'erreur. J'entends bien. Et c'est ce que je vous explique. C'est de parler à vous savez, mais les téléspectateurs, je termine mon propos, si vous permettez. 2 à 3 millions d'électeurs qui, eux, adhèrent. Adhèrent totalement au programme libéral. Le problème, c'est aussi de parler à l'ensemble des Français. C'est bien ce que je dis. Mais moi, bien sûr qu'un certain nombre de réformes sont difficiles. Il n'en reste pas moins que dire les choses avant, ça aide à les faire après. Ça garantit pas que ce sera facile. Absolument. Un des problèmes de François Hollande, comme le problème d'Alain Juppé en 95 sur les régimes spéciaux, c'est que ça n'était dans aucun programme. C'est la faute de Chirac. Non, mais c'est pas un reproche que je fais. Non, Chirac, là. C'était pas dans le programme de Chirac, les régimes spéciaux. Rien n'était dans le programme de Chirac. C'est même l'inverse. Bon, vous me donnez raison. Donc, toujours. Non, mais le fait de ne pas mettre quelque chose dans un programme, ça rend plus difficile le fait de le faire passer. Le fait de le mettre ne garantit pas que ça va être facile, mais n'empêche qu'une fois qu'on en a mis, on peut dire aux opposants, les Français ont voté, la majorité a été votée sur cette base, c'est plus difficile. Donc, le mettre dans le programme, pardon. C'est ça que les enseignements qu'on peut tirer. 1, mettre les choses dans le programme. 2, les faire le plus vite possible. Un des problèmes que rencontre Hollande aujourd'hui, c'est qu'il est en bout de course. Il aurait fait ça en commençant, peut-être qu'il aurait eu l'énergie, mais c'est trop tard. Plus personne n'y croit, il est usé. Il n'y a même pas le temps aujourd'hui que ces mesures produisent le moindre effet. C'est ce que lui dit sa gauche. Je lui dis, mais tu vas faire ça maintenant, on en aura les inconvénients, on n'en aura pas les avantages. Ça veut dire qu'il perd sur tous les plans. Il n'y a aucun bénéfice, il fâche sa gauche. Il y a des conclusions à tirer, c'est 1, l'inscrire dans le programme. 2, le faire vite. 3, essayer de préparer le terrain. Mettre les choses sur, essayer de se ménager des alliés. Si Hollande avait parlé à la CFDT avant, c'est mieux de le faire avant que de le faire après. Et 4, ne pas reculer une fois qu'on s'est lancé. Hollande a fait, sur ces 4 points, il a fait le contraire. Et la droite devrait essayer de tenir ces 4 points si jamais elle gagne. Les 4 points. Je disais tout à l'heure qu'il fallait tenir compte de la démocratie digitale et il la voyait comme un élément négatif qui va mettre les gens dans la rue. Moi, je pense que justement, tout le problème, c'est tous ces programmes préparés à l'avance, qu'on publie. Tout le monde a bien remarqué qu'ils étaient tous les mêmes. Ils sont fabriqués par qui? Tout le monde le sait, par des experts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller, au lieu de s'adresser à ces électeurs, d'abord, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Qui sont les électeurs de qui? Il faut s'adresser aux Français. Il faut aller les voir. Il faut essayer de construire des solutions à partir de ces Français. C'est-à-dire, regardez par exemple, quand je parle du revenu universel, c'est la conclusion de la réflexion qui est la mienne, quand je vais voir par exemple tout un tas de travailleurs aujourd'hui qui voient bien que le modèle du salariat ne correspond plus ni à la mode, ni à ce qui permettra d'inscrire l'avenir, et que le travailleur indépendant, je regardais ce que je suis en train de faire sur le RSI, ne protège pas les gens, ne correspond plus à la société d'aujourd'hui. Donc il faut inventer un nouveau modèle, il faut inventer un contrat de travail avec de la disruption à l'intérieur, avec une portabilité des droits. Qui dit ça aujourd'hui dans le débat? Personne. Pourquoi? Parce que les programmes viennent tous d'en haut. Et la démocratie digitale, elle doit nous servir d'abord
à changer de manière de faire de la politique. Et à partir du moment où on aura associé les Français à la construction d'un programme, avec de nouveaux outils, parce que le référendum devient accessible à tous, vous verrez d'ailleurs, je vais l'utiliser bientôt, eh bien, à partir de ce moment-là, on va avoir la possibilité... Mais vous savez, des référendums, la Suisse, ça fait bien longtemps qu'ils en font, ciblés sur des sujets avec des gens. C'est comme ça qu'on gouverne de manière moderne. Et voilà, c'était un extrait de la campagne de notre invité de la semaine pour la primaire chez les Républicains. Merci Frédéric Lefebvre d'être venu. Je suis sûre que la semaine prochaine, quand on se retrouvera, on parlera de quoi? De la loi El Khomri.